Le 7 avril 1814, Napoléon abdique à Fontainebleau. Malgré l'opposition des Anglais, du roi de Prusse et de Talleyrand, qui voulaient l'éloigner d'Europe, le tsar Alexandre Ier lui a accordé de s'établir sur l'île d'Elbe en toute souveraineté et de garder son titre d'empereur. Le 27 avril, après un voyage difficile jusqu'à Saint-Raphaël, Napoléon choisit d'embarquer sur la frégate anglaise Undaunted plutôt que sur le brick l'Inconstant qu'il juge insuffisant. Après 5 jours de traversée mouvementée, l'empereur arrive devant l'île d'Elbe qu'il connaît bien. En 1801, rappelle l'historien de l'île, le professeur Giuseppe Battaglini, l'armée française a échoué à prendre Portoferraio malgré 20 mois de siège et ne l'obtiendra que par la paix d'Amiens en 1802. En 1803, l'île est annexée au territoire français et vit donc depuis 11 ans sous administration française. Le soir même, restant à bord de la frégate anglaise, Napoléon convoque les autorités françaises de l'île, le général d'Alem, le sous-préfet d'Albiani et le directeur des mines Ponce de l'Hérault pour leur donner ses ordres. Il dessine le nouveau drapeau de l'Elbe et demande qu'il soit hissé partout pour son débarquement. Le 4 après-midi, il débarque enfin dans le port de Portoferraio où sont massés la population et tous les notables de l'île. Impatient de prendre le contrôle de son nouveau royaume, Napoléon ne s'attarde pas à Portoferraio. Dès le 6 mai, il part avant l'aube pour inspecter les installations minières sur la côte est. Il passe sous le fort du Volterraio qui domine la baie de Portoferraio et s'arrête à Rio nell'Elba pour visiter les premières mines de fer et obtenir de Ponce de l'Hérault qu'il en livre les revenus. Laura Manganaro, responsable aux 2 musées de Rio nell'Elba et Rio Marina, qui présente un échantillonnage complet de tous les minerais de l'île, raconte ce face-à-face entre Ponce et Napoléon. La prima persona che ha contattato una volta arrivato qui all'Elba Napoleone, subito la sera stessa, era il governatore Ponce. La première personne que Napoléon a contactée en arrivant, c'était Ponce de l'Hérault, administrateur des mines pour la Légion d'honneur et directeur des mines de fer à Rio Marina. Del ferro. Napoleone sapeva che circa il 70% degli introiti dell'isola venivano appunto dalle miniere, soprattutto quelle del versante orientale. Napoléon savait que ces mines produisaient 70% des revenus de l'île. Donc la première chose qu'il voulait faire, c'était de discuter avec l'administrateur Ponce, qui habitait à côté de l'actuel musée de minéralogie. Ponce répondit qu'il serait très heureux de l'accueillir, mais il s'excusait du mauvais état de la villa qui subissait des travaux de restauration. Il Ponce rispose a Napoleone appunto che sarebbe stato molto lieto di ospitarlo, ma che si scusava perché la villa dove dimorava, una villa settecentesca adesso in progetto di restauro, non era appunto tenuta molto bene, è una villa molto grande, quindi si scusava con Napoleone che avrebbe trovato una casa un po' dismessa, però gli rispondeva che sarebbe stato molto felice di ospitarlo. Non correva buon sangue tra Napoleone et il Ponce. Les relations n'étaient pas au mieux entre les deux hommes. Napoléon voulait prendre le contrôle du revenu des mines, mais Ponce répliquait que ces revenus allaient à la Légion d'honneur. Il potere era passato nelle sue mani, il Ponce insisteva col dire che il ricavato fino ad allora delle miniere era destinato alla Legion d'onore. Napoleone, nonostante avesse pieno diritto, secondo legge, a ricevere... Napoléon, tout en étant légitime à réclamer ses fonds, n'usa pas d'autorité envers l'administrateur, et Ponce fut en fait fasciné par le charisme de Napoléon, au point d'écrire ensuite ses souvenirs et anecdotes recueillis auprès de l'empereur. Poi scrivere un'opera su souvenir e aneddoti del periodo napoleonico e quindi di quei 9 mesi passati appunto accanto all'imperatore. Depuis l'Antiquité étrusque, l'île d'Elbe est un réservoir de minerais, fer surtout, mais aussi étain, argent, plomb.
Bonaparte avait imaginé un triangle industriel entre les mines de fer de l'Elbe, le bois à charbon de la Corse et les hauts fourneaux de Provence et du Rhône. Ce n'est pas un hasard si le premier commissaire nommé par Napoléon à Porto Longone, aujourd'hui Porto Azzurro, est l'ingénieur Lelièvre, membre du Conseil des mines. Ce n'est pas un hasard non plus, rappelle l'historien Giorgio Battaglini, si l'une des grandes entreprises sidérurgiques italiennes, présente à Tarente et Piombino jusqu'à la crise de la sidérurgie, s'appelait Ilva, le nom latin de l'Elbe. Mais les projets de Napoléon seront contrariés par la rupture de la paix d'Amiens, le commerce naval étant menacé par la marine anglaise. Le fer a continué à être exploité sur l'Elbe jusqu'en 1981, avec la fermeture de la dernière mine. Mais à l'époque où Ponce de l'Hérault était administrateur, les mines étaient encore très rentables et produisaient des revenus considérables que Ponce avait préservés des appétits du Grand-Duché de Toscane. Napoléon est venu à l'ermitage de Sainte-Catherine. Et bien entendu, en bon artilleur, ça lui permettait de voir les positions, en particulier parce que d'ici, on voit tout le canal de l'Elbe, de l'Argentario jusqu'au Monti dell'Uccellina et à Castiglione della Pescaia. Donc on contrôlait les mouvements. Il a passé une nuit à l'ermitage, après quoi il a dit « La route est infecte, le lit impossible, l'ermite sent mauvais ». Et pour conclure, il a envoyé un lit neuf à l'ermite. À l'ermitage Sainte-Catherine, ce sont des retrouvailles entre Bonaparte l'Égyptien et Sainte-Catherine d'Alexandrie. Et Napoléon a certainement dû être frappé par une plaque d'origine romaine qui est à droite de la porte d'entrée de l'église, figurant un culte solaire avec Ra, Bastet et Osiris. Dans la Via Garibaldi, l'artiste Chiara Scalabrino réalise des boules décoratives en hommage à Napoléon et nous fait visiter son atelier. Il marchio che c'è sulla villa della campagna, no? La villa di San Martino. Ok. Queste sono molto leggere e hanno una base che simile al polistirolo. Sono rivestite tutte con una vecchia carta da ciclostile, quindi è una carta di riciclo che non esiste più e che quindi ho trovato in fondi di magazzini. Tutte le decorazioni vengono stampate a seconda, cioè stampate da me, quindi stampo io, assemblo insieme le immagini e poi spesso e volentieri torno con il pennello. En arrivant à Portoferraio, Napoléon a été logé d'abord à l'hôtel municipal, à l'hôtel de ville. Ça ne lui plaisait pas du tout et surtout il trouvait que les rues sentaient mauvais. Il a tout de suite publié un décret pour demander aux habitants qu'ils fassent des latrines et qu'ils évacuent les eaux sales. Et pour se loger, il avait marqué en haut de la colline, entre les deux forts, il y avait une petite maison qui lui plaisait bien, surtout parce que c'était une position dominante de laquelle il pouvait voir la mer et surveiller les mouvements des bateaux, ce qui était sa préoccupation. Et il l'a fait rehausser, il l'a fait aménager, il l'a fait repeindre et décorer. C'est devenu la Villa des Moulins, la résidence impériale.
Dans le rez-de-chaussée de la villa, la partie originelle qui n'a pas pu être modifiée, c'est une enfilade de pièces assez petites. Salon de réception côté rue, appartement privé de Napoléon côté jardin. On peut y voir son lit de camp, une bibliothèque pour ses 2300 volumes, dont les œuvres complètes de Voltaire, Diderot et Rousseau, et surtout un bureau où il s'enfermait pour rédiger mémoire sur mémoire, instructions et notes. L'étage, en revanche, a de belles proportions, avec une salle de bal très haute de plafond, ornée d'un lit de parade à colonnes et baldaquins placé au centre pour symboliser le pouvoir impérial. En prolongement, l'appartement de Marie-Louise, qui n'est jamais venue, est finalement devenu celui de Pauline, laquelle est arrivée en octobre 1814. La bière Napoléon se décline sous toutes les nuances. Ambrée pour Treape, brune pour Napoléon, blonde pour Pauline, amère pour Waterloo. Et faite bien sûr avec l'eau de la source Napoléon a Poggio. Questa birra qui, come l'ho detto, è stata acquisita, diciamo era un altro birrificio che ha chiuso e è stato rilevato il marchio da 4-5 anni a questa parte e ora la trovate in giro in tutta l'Elba con le nuove bottiglie. Ici, nous sommes donc à la Villa San Martino, qui est la demeure de campagne de Napoléon. Et il a acheté cette maison en juin de 1814. C'est une maison qu'il a achetée sans négocier le prix, absolument, à 180 000 francs or, qu'il a pu acheter grâce aux diamants qui lui ont été remis par sa sœur Pauline. Il a acheté cette maison donc Ponce de l'Hérault avait appelé le joujou royal de l'empereur et que lui appelait la maison roustique. Et c'est une maison qu'il aimait beaucoup. Il a suivi les travaux quasiment tous les jours, en venant quasiment tous les jours. Et il a demandé des devis aux maçons, à chacun des artisans qui ont travaillé dans cette maison. Il suivit absolument tout. Il a acheté, choisi absolument tout dans cette maison, y compris les candélabres, y compris les rideaux. Il n'y a pas un détail qui lui a échappé.
Le clou de la Villa San Martino, c'est certainement ce salon absolument fabuleux, inspiré par Vivant Denon, et qui montre bien l'attrait de Napoléon pour l'Égypte. L'expédition d'Égypte de Napoléon en 1798 va donner une impulsion véritablement sur l'attrait pour l'Égypte, avec tout ce décor qui aurait été inspiré par l'ouvrage de Vivant Denon, et il aurait détaché, paraît-il, les feuilles de Vivant Denon qu'il aurait mis sur les murs, et il aurait demandé au peintre turinois Revelli de s'inspirer donc des travaux de Vivant Denon. Alors il faut savoir que Napoléon Bonaparte était vraiment très attaché à cette maison et qu'il était très pressé aussi. Il a acheté cette maison en juin à monsieur Mangano, et en juillet, le 26 juillet, il voulait déjà s'y installer. Bon, les travaux ont eu un petit peu de retard quand même, et il s'est installé tout début du mois d'août. Donc ça a été assez rapide aussi, et il a demandé aussi aux responsables du parc royal de Piombino de venir sous la suggestion de Pauline pour s'occuper du jardin, et il a fait planter des orangers, des citronniers, des amandiers et toutes sortes de fleurs et d'arbres. Il y avait aussi une basse-cour, il y avait aussi une écurie, il y avait enfin un certain nombre de choses. C'était vraiment un îlot très actif, si je peux dire, un îlot campagnard très actif. La partie basse de la Villa San Martino a été construite postérieurement au séjour de l'empereur par le comte Demidov, qui était un grand fan de Napoléon, qui a collectionné énormément de choses, qui a fait construire cette partie basse avec des dimensions impériales. Et malheureusement, cette partie a été vidée ensuite. La Villa Demidov a donc été en état de semi-abandon jusqu'à ce que l'État la rachète et commence les travaux de restauration. Mais encore aujourd'hui, elle est assez vide à l'intérieur, au point de vue mobilier et décoration. Du 23 août au 17 septembre 1814, Napoléon a séjourné ici au sanctuaire de la Madonna del Monte, à 500 mètres d'altitude, où il trouvait la fraîcheur qu'il ne pouvait évidemment pas avoir en bas à Portoferraio. Il a donc séjourné ici avec sa garde. C'est ici qu'il a reçu la comtesse Walewska, venue avec son fils. Et pendant que Marie Walewska passait la soirée avec Napoléon, le fils de Marie Walewska, lui, était dans le bivouac avec les grognards, et il a pu s'entretenir aussi avec les lanciers polonais, parce que dans le détachement d'une centaine de lanciers polonais qui avaient accompagné Napoléon, il y avait toujours quelques cavaliers dans sa garde montée. Entre le sanctuaire et Serra Ventosa, Napoléon aimait à se promener pour voir au loin Bastia et les montagnes corses. Ce sont des oliviers pluricentenaires qui ont vu passer Napoléon et Marie Walewska. Il y en a plusieurs dans ce sanctuaire, ils sont parfaitement conservés, ils sont magnifiques, et c'est pour ça que Napoléon venait se reposer ici. Pendant son séjour à la Madonna del Monte, Napoléon voulait toujours rester connecté. Sa préoccupation, c'était d'avoir l'information en permanence, et donc il avait fait installer un télégraphe optique de chape sur les hauteurs
juste derrière le sanctuaire, et il était donc connecté à Portoferraio. Ces deux parfums sont nés pour le bicentenaire de 2014, le Napoléon, une fragrance masculine, et Paolina, une fragrance féminine. Paolina è una fragranza femminile fiorita e il disegno è stato fatto da un artista molto famoso che si chiama Silvano. Les deux illustrations sont d'un artiste connu dans le monde du cinéma, Silvano Campeggi, qui habitait sur l'île. Napoleone è una fragranza fresca. Napoléon est une harmonie masculine marine avec des senteurs de citron, de bois de cèdre, de myrte et de romarin. On trouve des notes d'algues marines, de lavande et de genevrier. Invece è una fragranza fiorita con fiore d'arancia. L'autre parfum Paolina est un accord de citron, fleurs d'oranger, menthe, basilic et cèdre. Un mythe s'effondre. L'îlot où la belle Pauline était censée se baigner nue était un rocher rugueux battu par les vents. Et comme le remarque un historien, Pauline est arrivée fin octobre, quand la belle saison était déjà finie. De Pauline au chocolat, le lien est naturel. Paola Francesca Beltani nous explique d'où viennent ces chocolats napoléoniens. Allora, l'idea di Piura Paolina, dedicata alla sorella di Napoleone, è una pralina un po' particolare, perché è una pralina dove Le chocolat dédié à Pauline est un peu particulier, car il marie l'eau et le chocolat.
Tout le monde dit que c'est impossible, mais il y a des techniques d'équilibrage qui permettent de réussir ce mariage. Abbiamo dedicato questa pralina alla sorella di Napoleone perché è appunto fatta con l'acqua della fonte Napoleone. Nous avons dédié ce chocolat à la sœur de Napoléon, justement parce que nous utilisons l'eau de la source Napoléon à Poggio, une région que Pauline aimait beaucoup, et c'est là que se trouvent l'îlot et la plage de Pauline. Il Poggio e sotto la fonte Napoleone. Marengo di Napoleone e Bacio della Valesca invece sono due Le Marengo de Napoléon et le Baiser de la Valesca sont deux productions historiques réalisées en 2014 pour le bicentenaire du débarquement de Napoléon. Le Baiser de la Valesca a été dédié à l'amante de Napoléon, car c'est une femme qui a aimé Napoléon d'un amour sincère et l'a suivi jusque dans sa chute, et lui a toujours gardé son amour et son appui. Pour réaliser ce chocolat comme un hymne à l'amour, j'ai été aidée par le chef Alvaro Claudi, mémoire de la cuisine napoléonienne. Il m'a indiqué les ingrédients de l'époque, cette figue de l'Elbe mariée à un miel rustique et à une amande, car à l'époque il y avait des amandiers sur l'île. Abbiamo questo fico dell'Elba abbinato a un miele rustico, a una melata e a una mandorla, perché all'epoca all'Elba c'erano i mandorli. Marengo di Napoleone, il nome si prende appunto dalla moneta coniata da Napoleone per celebrare la vittoria di Marengo. Le Marengo de Napoléon rappelle la médaille frappée pour célébrer cette victoire. Il est fourré d'oranges marinées dans l'Aleatico. Napoléon adorait les fruits confits dans l'alcool. En France, c'était du cognac, mais à l'Elbe, il appréciait l'Aleatico et faisait macérer oranges et abricots dans l'Aleatico. Dans l'appareil, il y a une ganache de gianduja, car c'est à Napoléon qu'on doit l'invention de la gianduja. À cause de l'embargo sur les navires anglais, les Piémontais compensèrent le manque de cacao en incorporant pour moitié des noisettes des langues. C'est cela que j'ai voulu célébrer dans ce chocolat Marengo. Quindi metà cioccolato, metà nocciola, ed è così che è nato il gianduja. Quindi per celebrare questa scoperta che si deve a Napoleone ho voluto unire queste due cose nel Marengo a lui dedicato. L'événement de ce bicentenaire sur l'Elbe, c'est l'exposition de peintures et de sculptures liées à Napoléon et prêtée par la Galerie des Offices à Florence. À l'inauguration, le directeur des Offices, Heike Schmidt, explique le montage de l'expo en 2 mois malgré les contraintes sanitaires. À ses côtés, le maire de Portoferraio, Angelo Zini, et le président de la région toscane, Eugenio Gianni, lui-même un fervent défenseur du Toscan Napoléon. Ma il padre, quando dovette iscrivere il figlio, il padre che era molto ambizioso, il figlio Napoleone all'Accademia di Brienne. Quand le père de Napoléon voulut inscrire son fils à l'école militaire de Brienne, il dut produire les titres de noblesse des Bonaparte. Il les demanda donc à son lointain cousin toscan Philippe, chanoine de San Miniato. Parente che era rimasto a San Miniato, il canonico Filippo gli dette tutti i documenti che mostravano come i Buonaparte avevano tutte le credenziali nobiliari perché il ragazzino di 10 anni potesse andare all'Accademia di Brienne. Se Napoleone non fosse stato iscritto all'Accademia di Brienne a 10 anni, Napoleone non sarebbe stato... Si Napoléon n'avait pas été inscrit à 10 ans à l'école de Brienne, il ne serait pas devenu à 20 ans le premier général de la Révolution, puis premier consul et enfin empereur, celui qui révolutionna l'Europe. E quindi iniziava quella carriera che lo avrebbe portato a essere il primo console e poi l'imperatore dei francesi e il personaggio che rivoluziona l'Europa. Quindi le origini di Napoleone, che sono origini toscane... Les origines toscanes de Napoléon ne sont pas un simple fait culturel, elles sont un élément déterminant de sa carrière. Cette exposition a ainsi une dimension artistique mais aussi institutionnelle et un sens historique dans le lien entre les Bonaparte et la Toscane. Parmi les œuvres venues de Florence, un tableau de Napoléon empereur mis à côté de sa copie réalisée sur porcelaine de Sèvres. On peut voir également des portraits de sa sœur Élise avec sa fille, ainsi que de son frère Jérôme. Et plus loin, on voit des bustes de Napoléon, de Marie-Louise et de Jérôme.
Dans la collection permanente de la Pinacothèque, le professeur Battaglini, qui en a été le directeur pendant 20 ans, montre une gravure de la Villa San Martino avant les rajouts de Demidov. C'est au théâtre des Vigilanti, construit avec l'argent de la bourgeoisie de Lille, ravi d'acheter chacun sa loge, que Napoléon organise son coup de théâtre final. Il organise pour le 26 février un grand bal en l'honneur de Pauline, où il invite le colonel Sir Neil Campbell, qui est censé le surveiller. Campbell, mis en confiance par l'empereur et qui vient de marquer sur son journal « Je commence à croire que Napoléon est résigné à son exil et même qu'il y trouve un certain bonheur », fait répondre qu'il ne pourra pas s'y rendre car il doit se rendre à Florence pour voir son médecin. Napoléon n'a pas le choix. Le général Drouot, gouverneur de Lille, vient de lui présenter le budget pour 1815, un budget d'1 million de francs. Or, il se doute que Louis XVIII ne va pas lui payer la rente annuelle de 2 millions de francs prévue par le traité de Fontainebleau. S'il reste, il ne pourra plus maintenir son train de vie et surtout sa garnison, forte à présent d'1 millier d'hommes. Mais ce qui pousse Napoléon à agir, c'est qu'il entend à la fois les appels de ses partisans de plus en plus nombreux en France, mais aussi d'un autre côté, les discussions au Congrès de Vienne pour le transférer de l'Elbe à Sainte-Hélène. Napoléon fait organiser le départ dans le plus grand secret. Le 24 février, il fait bloquer tous les ports de l'Elbe pour éviter toute fuite d'informations. Le 25, ce sont les préparatifs. Le 26, c'est 1 millier d'hommes qui embarquent. Cette petite flottille mettra presque 5 jours pour gagner Golfe-Juan, avec des vents changeants et en évitant quelques rencontres malheureuses. Avant de débarquer, Napoléon fait remettre les drapeaux et les cocardes aux tricolores. Mais il garde à l'esprit la vision de la population de Portoferraio rassemblée dans le port pour le saluer, avec une très grande émotion. Et il leur avait dit « Adieu, Elmois, je vous aime et vous êtes les braves de la Toscane ».